Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais dire merci à tous les aspirants ambassadeurs humanitaires du COEP pour leur présence massive à cette nouvelle classe que nous voulons tenir ce jour. La classe que nous allons tenir sera sur les bases de l'action humanitaire. Les bases de l'action humanitaire, c'est ce qui fait en fait de nous une organisation humanitaire. Et je m'en vais donc premièrement apprécier toute la confiance qui m'a été offerte, particulièrement les autorités du COEP Chaplain, et en l'occurrence le général en chef, le général Dola Francis, qui, pour nous faire une telle confiance, ce n'est pas du donné, ce n'est pas acquis. Et nous ne pouvons pas le prendre, n'est-ce pas, à la légère. Nous disons vraiment merci pour cette confiance renouvelée. Maintenant, je voudrais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, me représenter. Vous savez, c'est toujours une bonne chose qu'à chaque occasion, nous puissions nous présenter afin que tous ceux qui ne sont là que pour leur première fois puissent bien nous connaître. En fait, qui suis-je? Je suis le colonel aumônier Jean-Paul Dachiada. Je suis ingénieur et consultant polyvalent dans plusieurs filières telles que le génie électrique et électronique, le génie productif, le génie industriel, spécialisé dans l'agroalimentaire, notamment dans le raffinage des huiles et graisses alimentaires. Et j'ai eu à représenter bon nombre de firmes d'ingénierie et de commerce telles que Rafri 7, Enan Onzing Mining et Kefid, acteur humanitaire de la ligne de front et coordonnateur nord-ouest et ouest du COEP international, pasteur missionnaire et coordonnateur général de l'office de mission, facilitateur de plusieurs activités missionnaires telles que Transformation Africa, MIVAC, OCC, puis participant à plusieurs sommets nationaux, africains et mondiaux sur la mission chrétienne, à l'instar de INEC, MANI, Lausanne Committee for World Evangelization, et aussi je dispose d'un doctorat honorifique en ministère chrétien et je suis marié et père de plusieurs enfants. Ladies and gentlemen, my honorable aspiring humanitarian ambassador of COEP, it is a privilege to always share together. And today we are having another wonderful topic, the basis of humanitarian action. And beforehand, I want to thank the authority of COEP Chaplain for the renewed trust and this opportunity they grant me once more to share with us. And I want most of all appreciate the Chief General, General Dola Francis, for this real confidence. You can never take it for granted. And of course, it's also good for me to reintroduce myself for those of you that may not know me. No, it's always important for those that for one reason or another may have joined us along the way to know who I am so that we can all flow together. I am Chaplain Colonel Jean-Paul Dachiada, and I am from an engineering background and of many fields of engineering like electrical
electrical, electronic engineering, production engineering, industrial engineering, and as well specialize in the food and agri industry, namely the refining of oils and edible fats. I also happen to have represented a number of engineering and commerce firms such as Eurafric 7, Henamonsi Mining, and Kefi. I am a frontline humanitarian, a Northwest and West coordinator of COEB International, a pastor, a missionary, and also the coordinator general of the missions board. I've facilitated a number of missionary activities like Transformation Africa, MIVAC, and OCC. I also partook in many national and African and international summits like INEC, Mani, and the Lausanne Committee for World Evangelization. I also happen to hold a honorary doctorate in Christian ministry, and I'm married and father of many. Now also, I will say I am a member of the board of trustees of COEB International. So let's continue this time around to introduce the basis of humanitarian action. From the world statistics of 2001, the world could portray that over 134 million people need humanitarian assistance. Among the 134.1 million, there are 68.5 million people who have been forcibly displaced, and 83 million people who require emergency food assistance. So, when we look at it, we realize that it's so many people that need humanitarian assistance in terms of hundreds of millions. Now, how do we respond? What are the basis of the humanitarian response? This would be the focus of our class this day, and I want all of us to pay keen attention as we proceed. Quand nous regardons les statistiques de 2021, nous nous rendons compte des statistiques qu'il y a dans le monde près de 134 millions de personnes qui ont besoin de l'assistance humanitaire, parmi lesquelles 68,5 millions de personnes ont été forcées de se déplacer de leur lieu de résidence, alors que 83 millions ont besoin de l'urgence alimentaire. Quand nous voyons tout cela, franchement, c'est beaucoup de personnes, de l'ordre de centaines de millions de personnes. Alors, quand il y a un tel besoin énorme, quelles sont les bases pour pouvoir apporter une assistance? Quels sont les principes pour pouvoir apporter cette assistance? C'est donc l'objet de notre leçon d'aujourd'hui.
Et mon souhait, c'est que chacun de nous prête vraiment suffisamment de l'attention pour que nous puissions entrer dans les méandres de cette problématique. Alors, let's start by the context and the justification of the topic. Okay? Co-ed chaplain is part of the activities of Co-ed International, which focuses on chaplaincy and other assistance, which might not definitely be as a classic humanitarian intervention. Le monnerie du COEP, qui fait partie des activités du COEP, est une de ces composantes qui s'intéresse à l'aumônerie, qui apporte de l'assistance et qui n'est pas nécessairement l'action humanitaire classique que nous connaissons. COEP International being a non-governmental organization created in 2008 and that has spread to a number of nations in Africa and in the world. Le COEP International étant une organisation non gouvernementale confessionnelle qui a vu le jour en 2008 et qui s'est étendue depuis lors dans un bon nombre de pays africains et dans le monde. Now, we also realize that we find ourselves today in a context where the world over, starting by Cameroon, the sub-region, Africa, Ukraine, Gaza, are passing through serious conflict and crisis, and which causes a lot of humanitarian challenges. Nous nous rendons compte que le monde entier, à commencer par le Cameroun, la sous-région, l'Afrique, l'Ukraine, Gaza, passe par des conflits, des crises de toutes sortes, générant d'énormes problèmes humanitaires. Et nous pouvons nous trouver ceci comme justification. Les aumôniers du COEP doivent naturellement être capacités à répondre à toutes les problématiques humanitaires, tant en ce qui concerne l'urgence humanitaire ou même dans les actions de développement. Ils doivent maîtriser toutes les notions de base, les technologies, les terminologies, autant pour moi, et les principes ou les canons d'une intervention moderne et efficace. Co-ed chaplains naturally must be capacitated to respond to all kinds of humanitarian issues, be it a humanitarian emergency, development action, and they should master all the basic notions, terminology, and principle, as well as canon for a modern and efficient intervention. Now, what are the objectives of our class today? Our objectives, we may say, is to make sure all the co-ed chaplains are updated or are put through as far as any essential action, any essential humanitarian action is concerned. They are prepared to become
very much proactive in any humanitarian action. They get acquainted in the humanitarian environment in which they will have to intervene eventually, and to raise up potential professional of the humanitarian world among the co-op chaplains, and to assure a greater efficiency in the interventions of our chaplains in all the fields where they might find themselves. Les objectifs de cette leçon, c'est de mettre tous les aumôniers du COEP à niveau par rapport à l'essentiel de l'action humanitaire, les préparer pour une plus grande proactivité face aux situations humanitaires, les familiariser dans l'environnement humanitaire dans lequel ils auront éventuellement à intervenir, et susciter des véritables professionnels du monde humanitaire parmi les aumôniers du COEP, assurer une très grande efficacité dans les interventions de nos aumôniers dans tous les champs où ils seront sollicités. And the learner should be able to know the terms and humanitarian notions. He should have an overview of the story of the humanitarian action. He should be able to know the basic humanitarian principle. He should also be able to understand the way humanitarian action is coordinated in the United Nations through the Organization for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, and the other actors. He should be able to understand the role and the exigence or the requirements of funders in humanitarian interventions, and also understand the mechanism and sustainability of humanitarian projects. Donc l'apprenant doit également connaître les termes et les notions humanitaires, avoir un aperçu sur l'histoire de l'action humanitaire. Il doit connaître les principes humanitaires de base. Il doit comprendre l'organisation de l'aide humanitaire par les Nations Unies à travers OCHA, ou l'Organisation pour la coordination des affaires humanitaires, ainsi que les autres acteurs. Il doit comprendre le rôle et les exigences des bailleurs de fonds dans les interventions humanitaires. Il doit comprendre les mécanismes de durabilité des projets humanitaires. Très bien. Passons par quelques définitions. En fait, qu'est-ce qu'un humanitaire? What is a humanitarian? According to dictionary, the adjective humanitarian qualifies an individual who interests himself to the well-being of humanity and who seeks to improve the human condition. L'humanitaire, selon le dictionnaire, où l'adjectif humanitaire qualifie toute personne qui s'intéresse au bien de l'humanité, qui cherche à améliorer la condition de l'homme. What is humanitarian action?
These are activities which main objective is to save lives, to alleviate the suffering, and to maintain the dignity of man during and after a crisis, be it provoked by man, that is man-made, or a natural catastrophe, and so doing to avoid or to prepare more or to prevent the occurrence of such calamities. L'action humanitaire, donc, ce sont des activités dont l'objectif est de sauver des vies, de soulager la souffrance et de maintenir la dignité humaine pendant et après une crise provoquée, soit par l'homme ou tout simplement une catastrophe naturelle, ainsi que d'éviter et de préparer au mieux la survenue de telles situations. Qu'est-ce qu'une intervention d'urgence? What is an emergency intervention? The emergency intervention occurs immediately at the outbreak of a crisis, let's say natural crisis or human crisis. Immediately when a crisis breaks out. The humanitarian aid is organized immediately to intervene as fast as possible to save lives. These actions are actually short-term or mid-term action, contrary to the humanitarian development action, which may be or may cover a longer time scope. Also, they can be followed by post-emergency action of rehabilitation, where they participate in reconstruction of a region that has been hit by a particular crisis. Une intervention d'urgence se déroule immédiatement après la survenue d'une crise. Elle pourrait être une crise naturelle ou une crise humaine. L'aide humanitaire s'organise pour intervenir au plus vite et ainsi pour sauver des vies. Ces actions-là s'inscrivent généralement sur du court et du moyen terme, contrairement aux actions humanitaires de développement. Elles peuvent être suivies d'actions de post-urgence et de réhabilitation qui participent à la reconstruction de la région ou du pays. Voilà. Nous pouvons également parler des interventions de développement. What is a development intervention? A development intervention generally responds in long term. It implies the population and local institutions are tending towards autonomization, that is kind of getting capacitated to survive or to mitigate the crisis. This
aid to development, respond to structural problem or structural and lasting problem that hinder the development, the economic development of the government, the educative, the social, the cultural, the health, etc. Alors, l'intervention de développement s'inscrit généralement dans le long terme et elle implique les populations et les institutions locales et vise à l'autonomisation. Cette aide au développement répond à des problèmes structurels durables qui gênent le développement économique, éducatif, social, culturel et la santé de nos nations. Nous allons continuer. Parler maintenant un peu de l'histoire de l'action humanitaire. When did humanitarian action actually start? It is very, very important for us to know how it started. Humanitarian action, it has been a very long story, has a very long story that is in the world for so many years and in various cultures, humanitarian action has been carried out, and the people have been interested in helping their peers survive humanitarian crisis. Now we proceed by the story of the humanitarian action. The caritative movement found its sources as far back as in the religious congregations in the story of the gift, of the sharing, of compassion, of love, and good deed. Whether we talk about the Old or the New Testament in the Bible, the zakat or alms in the Muslim religion, and in the traditions of Hinduism, Buddhism, and others. In Christian tradition, we can find in the Gospel and mostly in the epistles of Paul many Bible references and principles about charity. Who does not know the story of the Good Samaritan? They are greater figures of the Christian faith, which could be illustrated by the love of the neighbor, just like Saint Vincent de Paul, and you shall see even appear in Europe some military humanitarian orders like the Order of St. John of Jerusalem. Some thinkers and Christian theologians are even going to go ahead and ask themselves about the fate of victims of war, just like St. Augustine and St. Thomas d'Aquin. The Dominican Espanol Francisco de Vitoria, born in 1480,
elaborate the norms or the juridical norms for the wartime, and the Jesuit Francisco Suarez, born in 1548, invents the distinction between combatant and non-combatant and proclaims that the community of nations is bound by solidarity. Alors, le courant caritatif trouve ses sources lointaines dans les congrégations et les ordres religieux, dans l'histoire du don, du partage, de la compassion, de l'amour et de la bienfaisance. Qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament dans la Bible, de la zakat ou de l'aumône dans la religion musulmane, des traditions hindouistes, bouddhistes ou autres. Dans la tradition chrétienne, on trouve dans les évangiles et les épîtres de Paul de très nombreuses références au principe de la charité. Qui ne connaît pas l'histoire du bon samaritain? De grandes figures chrétiennes vont d'ailleurs illustrer cet amour du prochain, tel Saint Vincent de Paul, et on verra même apparaître en Europe de grands ordres militaires humanitaires tels que l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Des penseurs et théologiens chrétiens vont s'interroger sur la guerre et le sort des victimes de guerre, tels Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin. Le dominicain espagnol Francisco de Vitoria, né vers 1880, né vers 1480, autant pour moi, élabore des normes juridiques pour le temps de guerre, et le jésuite Francisco Suarez, né en 1548, invente la distinction entre combattants et non-combattants et proclame que la communauté des nations est liée par la solidarité. Continuons et voyons ce que ces penseurs disent du droit de la guerre. What is the right of the war? Rule exists in all civilizations to limit violence during warfare. That's often the customary rules or the ethical code, and as early as the 17th century, we shall note the secularization, progressive secularization of the assistance to the conflict. The jurist, the Dutch jurist Grotius publishes in 1625 a book titled De Jure Belli, which is a first document on the international law setting apart not only non-combatant, which need to be spared from all circumstances during the conflict, and also the military chief signed the charter or capitulation which cover or accompany the violence during army operations. Racine or philosophical and philanthropic roots
the philosophies, the light philosophers, just like Voltaire, Rousseau, Diderot, they will attach themselves to redefine love apart from any religious reference and substitute it to philanthropy and the notion of charity. Qu'est-ce que nous entendons par droit de la guerre? Les règles existent dans toutes les civilisations pour limiter la violence de la guerre. C'est souvent des règles coutumières ou des codes d'éthique. À partir du XVIIe siècle, on notera la sécularisation progressive de l'assistance lors des conflits. Le juriste hollandais Grotius publie en 1625 de Jury Belli, premier ouvrage de droit international mettant à part les non-combattants qui doivent être épargnés en toutes circonstances lors des conflits. Par contre, les chefs militaires signent des cartels ou capitulations qui encadrent la violence lors des opérations militaires. Voyons les racines philosophiques et philanthropiques. Les philanthropes et les philosophes de lumière, tels que Voltaire, Rousseau, Diderot, vont s'attacher à redéfinir l'amour en dehors de toute référence religieuse et substituer la philanthropie, n'est-ce pas, à la notion de la charité. Let's look at how the modern humanitarianism actually emerged. Modern humanitarianism, all modern humanitarian action can be summed up in the story of Henry Dunant, born in 1828 to 1910, and the birth of the Red Cross. He was born in Geneva from a Protestant Calvinist family. This was a man profoundly religious who set his conviction work, and he founded in his youth the group of reflection consecrated to the study of the Bible and the religious questions. When he was 24, he created the association called the Humanitarian Association, which shall become the Geneva branch of Human Christian Association. But the turning point, the most decisive turning point, shall be played on the 24th of June, 1859, when he was trying to go to meet Napoleon III in France to arbitrate a conflict that was actually hard, hitting three countries, France, Italy, and Austria. In that day, on the way, he will find himself in the battle camp of Soverino, when he will see by his own eyes the horror of war. That day, it is reported that 40,000 to 50,000 people were dead or wounded and without care.
he improvised a kind of assistance, helping himself with the neighboring inhabitants, mainly women, to rescue all the needy, wounded people. He shall insist that day that no discrimination of any of the soldiers shall be considered. He had just laid down the basis of the humanitarian action. That means the assistance to be offered in an impartial manner without any discrimination and in the only goal to come to the assistance of the vulnerable people. L'histoire de l'humanitarianisme moderne, n'est-ce pas, se résume dans l'histoire de Henri Dunant, qui a vécu de 1828 à 1910, et la naissance de la Croix-Rouge. Lui, Henri Dunant, est né à Genève d'une famille protestante calviniste. Et c'est un homme profondément religieux qui met en œuvre ses convictions et fonde dans sa jeunesse un groupe de réflexion consacré à l'étude de la Bible et des questions religieuses. Puis, à l'âge de 24 ans, il crée l'association Union chrétienne des jeunes gens qui deviendra la branche genevoise de Young Men Christian Association. Mais le tournant le plus décisif de sa vie se jouera le 24 juin 1859, pendant qu'il s'en allait pour plaider l'arbitrage de Napoléon III qui appuyait l'armée italienne contre leur ennemi commun, l'Autriche. Ce jour-là, en chemin, il se trouvera au milieu du camp de bataille de Solferino, d'où il verra de ses propres yeux l'horreur avec près de 40 000 à 50 000 morts ou blessés sans soin. C'est alors qu'il improvise, avec l'aide des habitants voisins, surtout les femmes, un service de secours. Il insistera d'ailleurs de ne faire aucune discrimination entre les soldats en détresse. Il venait ainsi de poser les bases de l'action humanitaire, c'est-à-dire l'assistance réalisée de manière impartiale, sans discrimination et dans le seul but d'apporter une aide aux personnes vulnérables. Nous allons continuer toujours dans cette histoire. Henri Dunant, from that experience, shall commit himself even more than ever to plead for a principle of neutral assistance for soldiers who are no longer able to fight. And he shall create a committee, what we call the committee, the International Committee of the Red Cross in 1863. Other organizations shall be created throughout the two world wars, just like Save the Children, Oxfam, Care, etc. And at the close of the Second World War, the Swiss government shall propose to rethink the right of the war in order to lead hostility during armed conflict and preconize certain limits and improve the fate of soldiers who are actually
wounded. In 1949, a 4 Convention of Geneva shall be produced and completed by 2 protocols on the protection of civilians in 1977 to constitute the international humanitarian law. Nevertheless, the international humanitarian law was susceptible or was prone to be violated by states themselves. That what pushed Doctors Without Borders another fashion of the International Committee of the Red Cross to separate itself and work out a new organization that can be able to handle issue of international concern without the bias of the government. Henri Dunant, de l'expérience qu'il a eue de la bataille de Solferino, s'engagera de plus en plus à plaider pour un principe d'assistance neutre pour les soldats qui ne sont plus en même de se battre. Il créera le Comité international de la Croix-Rouge en 1863 et d'autres organisations ont d'ailleurs été créées entre les 2 guerres mondiales telles que Save the Children, Oxfam, Care, etc. Et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement suisse propose de repenser le droit de la guerre afin que la conduite des hostilités lors des conflits armés préconise certaines limites et améliore le sort des soldats blessés. Ainsi, en 1849, on produira les 4 conventions de Genève qui seront complétées par les 2 protocoles sur la protection des civils en 1977 pour constituer le droit international humanitaire. Cependant, le droit international humanitaire était lui-même susceptible d'être violé par les États eux-mêmes, ce qui a poussé la création des Médecins sans frontières par une autre faction du Comité international de la Croix-Rouge. Et donc, Médecins sans frontières est une autre faction du Comité international de la Croix-Rouge qui avait maintenant des outils pour échapper à l'influence des gouvernements dans l'exécution ou bien dans la violation du droit international humanitaire. Maintenant, toujours parlant de l'humanitarianisme modern, let's note also that the word humanitarianism has evolved and had a lot of mutation and complexity along the way, and has come to get involved into natural catastrophe, just as war, armed conflict that could engage United Nations at the point that OCHA or the Organization for the Coordination of Humanitarian Affairs was now created in 1991 and directly attached to the General Secretariat of the United Nations in order to coordinate the humanitarian response of actors in present in all the context of intervention.
It is thus that many approaches have been developed, such as the cluster approach, classifying the need, surveying it according to sectorial criteria. Donc, notons que le monde humanitaire a connu donc depuis lors beaucoup de mutations, beaucoup de complexité et une multiplicité de contextes à l'instar des catastrophes dites naturelles, engageant de plus en plus et même totalement les Nations Unies, au point où OCHA, où l'Organisation de la coordination, le Bureau de coordination des affaires humanitaires a été créé en 1991, directement attaché au Secrétariat général des Nations Unies, au fin de coordonner la réponse humanitaire des acteurs présents dans les différents contextes d'intervention. C'est ainsi aussi que plusieurs approches ont été développées, telles que l'approche des clusters, classifiant donc les besoins répertoriés à partir des critères multisectoriels. Nous allons continuer maintenant pour énoncer un certain nombre de ces principes humanitaires. Quels sont les principes de base de l'action humanitaire? Bien sûr, il y en a beaucoup, de nombreux principes, mais les principes de base qui résument, en d'autres termes, ce que nous devons savoir en matière de l'action humanitaire, c'est les 4 principes que je m'en vais énoncer. Definitely, there are many humanitarian principles, but to make it simpler, the humanitarian actors have set up a simple way of pointing at the principle, and namely 4 principles have been outlined, which are the humanity, the neutrality, the impartiality, and the operational independence. Donc, ces principes sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance opérationnelle. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons par l'humanité? What does humanity really mean? It is a question to alleviate human suffering, in whichever way. The aim of the humanitarian action is to protect life and the health, and to guarantee and respect the human dignity. To protect human life implies definitely 3 things. To treat human beings, or to treat a vulnerable person just as human being with a clear and specified dignity. Their dignity should not be jeopardized. And when we talk of this dignity, we want to make sure we do not harm him in the process
of bringing humanitarian assistance. We even call it the sacrosanct principle of do not harm. We should not expose the life of a beneficiary or expose his life to more danger as we want to bring assistance to a vulnerable person. We shall not condition the humanitarian assistance. United Nations will never tolerate any principle, for example, of exploitation, sexual exploitation in the process of a humanitarian intervention. Donc, l'humanité, c'est quoi? Il est question d'alléger les souffrances humaines où qu'elles se trouvent, où qu'elles soient. C'est-à-dire que partout dans le monde. L'objectif de l'action humanitaire est de protéger la vie et la santé et de garantir le respect des êtres humains. De protéger la vie des humains implique également trois choses. Traiter les hommes vulnérables comme des êtres humains dont la dignité doit être garantie. Deuxième chose, de ne pas le nuire, ou le sacro-saint principe de ne pas nuire. De ne pas exposer le bénéficiaire ou mettre sa vie en danger parce que nous voulons lui prêter une assistance humanitaire. Et de ne pas conditionner l'aide humanitaire, n'est-ce pas? Et les Nations Unies n'accordent aucune tolérance pour les pratiques telles que l'exploitation et les abus sexuels. Qu'est-ce que nous disons cette fois-ci de la neutralité? Let's talk about neutrality. Humanitarian actors should not take part during hostility or to throw polemic of political, racial, religious, or ideological nature. Humanitarian actor should not allow himself to be carried away by a vocabulary that the media use. At the contrary, he should orientate his vocabulary it should orientate the vocabulary of the men of the media. In this fact, it is good for him to make a good use of certain concepts like crisis, conflict, war, genocide, catastrophe, natural catastrophe, epidemic, pandemic, terrorism, and refugee, and so on. Meaning simple that in a particular situation, you should not use carelessly certain terminology. For example, in the case of the Northwest and Southwest crisis, assuming you call the internally displaced people as a refugee, it means you have put already aside, meaning that they are already in a different country. So one needs to be very careful in the way you pronounce. Or when you call the other side terrorists, it means you are standing by the side or by the opposite side, and that it is very, very risky in terms of a crisis like a sensitive crisis such as the one we are considering. Qu'est-ce que la neutralité donc? La neutralité, quand
nous considérons les acteurs humanitaires, ils ne doivent pas prendre part au parti pendant les hostilités ou se lancer dans des polémiques de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique. L'acteur humanitaire ne se laisse pas emporter par le vocabulaire des médias. Au contraire, il oriente le vocabulaire des hommes et femmes de médias. De ce fait, il fait bon usage des concepts tels que le concept de la crise, le concept de conflit, le concept de guerre, le concept de génocide, de catastrophes naturelles, d'épidémies, de pandémies, de terroristes ou de réfugiés. Et en anglais, je prenais un exemple sur la situation du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Si par exemple, vous prenez les personnes déplacées et vous les appelez des réfugiés, vous comprenez déjà que de manière subtile, vous avez pris position déclarant et validant les réclamations de l'une des parties d'avoir un État en bonne et due forme. Alors que quand vous prenez l'autre côté en appelant les autres groupes de terroristes, également vous avez pris une partie et serez considéré comme de ce côté-là, parce qu'on connaît le côté qui appelle, n'est-ce pas, cette autre partie des terroristes. Donc, il y a des termes qui sont appropriés à certains groupes que l'humanitaire n'est pas autorisé à utiliser. Qu'en est-il de l'impartialité? What is impartiality? Impartiality comes to the humanitarian action so that it should be carried uniquely based on the needs. You give priority only to the situation of most urgent distresses without distinction among nationality, races, gender, religion, beliefs, social and political or classes. You make sure you bring the assistance according to the most pressing needs of the vulnerable population. Le troisième principe, c'est le principe de l'impartialité. Et ce principe d'impartialité va du fait que l'action humanitaire doit être menée uniquement sur la base des besoins, en donnant la priorité aux situations de détresse les plus urgentes, sans faire de distinction entre les nationalités, les races, les religions, les croyances, les classes ou les opinions politiques. Nous devons comprendre que les ressources humanitaires ne seront jamais assez pour tout le monde. Et pour que l'action soit portée à tel ou tel, il sera absolument question qu'une évaluation des besoins soit faite pour que les besoins ne soient adressés que en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables. Donc l'impartialité parle de la priorité aux personnes les plus nécessiteuses. Et un exemple, si nous nous retrouvons dans une situation de vulnérabilité, d'une crise comme celle du nord-ouest et du sud-ouest, il est évident que si nous prenons une cible, disons les enfants à scolariser,
Les enfants à scolariser, il y en a tellement à scolariser. Mais tous ne sont pas des orphelins. Donc, être orphelin pourrait être un critère qui met l'emphase sur la vulnérabilité. D'autres peuvent se retrouver qui vivent encore dans les rues. Là, c'est un critère plus vulnérable. D'autres vivent avec leurs parents, d'autres vivent, n'est-ce pas, hors de leur maison parentale. Ça peut être un critère. D'autres sont malades, d'autres sont encore handicapés. Ça, c'est plus des critères que nous pouvons développer pour voir la personne la plus nécessiteuse par rapport à d'autres personnes qui pourraient ne pas avoir, n'est-ce pas, le même poids sur le plan de vulnérabilité. Quand nous parlons maintenant du dernier principe qui est l'indépendance opérationnelle. What is operational independence? Humanitarian action should be independent from any political attempt, any economical, military, or in otherwise any influence. Donc, l'action humanitaire doit être indépendante de toute visée politique, économique, militaire ou autre dans la zone où elle est mise en œuvre. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les politiciens, nous ne devons pas nous laisser influencer, même par nos bailleurs de fonds. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les économistes ou par les militaires dans notre principe d'action. Il est question que l'action humanitaire soit totalement indépendante pour permettre que les objectifs soient atteints sans influence, sans manipulation, sans tripatouillage et sans influence de la part des tiers. C'est très important. Donc, nous comprenons que c'est ça les véritables principes que je m'en vais rappeler, les principes humanitaires de base, c'est le principe d'humanité, le principe de neutralité, le principe d'impartialité et le principe d'indépendance opérationnelle. Chacun de nous doit garder ceci sous le bout du doigt. Et pendant la session en présentiel, nous allons donner un nombre d'exercices que chacun de nous doit voir à quel principe on a affaire ou quel est le principe qui est mis en exergue ou quel est le principe qu'on violerait en prenant telle ou telle action. So, during our on-site training, we shall be giving some exercises that will make all of us to really understand this principle in such a way that you can clearly define what action can compromise such a principle, a humanitarian principle, or by doing that, you might be taking the risk of falling into that particular humanitarian principle. And we hope that this basics of humanitarian action would have caused all of us to come to the full understanding that if the humanitarian action has come to this level, we are bound to abide according to this principle.
Now, let's continue and see a little bit how these principles are run generally. For this principle to be carried on, OCHA, or the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs, has set up a platform of humanitarian actors in each or has mobilized or gathered a set of humanitarian actors operating in a particular crisis zone, in order to make sure that all these principles are respected and that also they avoid gaps or duplication. Alors, les principes humanitaires, donc, pour être mis en œuvre, OCHA, ou le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, chaque fois qu'il y a une crise, s'est déployé pour mettre ensemble les différents acteurs humanitaires se déployant dans ces lieux, de telle manière que ces derniers peuvent travailler en synergie pour respecter ces principes et surtout s'assurer qu'ils ne font pas de doublons dans leurs interventions et aussi qu'ils comblent les vides là où les vides se trouvent. Alors, when there is an occurrence of a crisis, OCHA will organize and coordinate the humanitarian response. And around OCHA, you shall see the UN agency, and after the UN agency, you see the international non-governmental organization, and after the non-international the international non-governmental organization, you see the national non-governmental organization, and also the OCHA will be working with the state and carry on advocacy with the state and with the funders. Donc, quand il y a une survenue de crise, OCHA, qui est ce bureau de la coordination des affaires humanitaires, va rassembler dans la zone de crise des acteurs humanitaires tels les agences des Nations Unies, autour de ces agences, des organisations non gouvernementales internationales, et après ces organisations non gouvernementales internationales, des organisations nationales, des organisations non gouvernementales nationales, et OCHA également mettra d'un côté l'État et les bailleurs de fonds, les différents bailleurs de fonds, et fera avec l'écoute qu'elle aura de ces différents acteurs de terrain un plaidoyer tant auprès de l'État qu'auprès des bailleurs de fonds pour que, en fait, une action concertée et efficace soit menée. Alors, OCHA also function during crisis either with sector approach or cluster approach. When we are in a situation where the state is not perceived as one of the belligerents, they use the sector approach, and when the state is considered as one of the belligerents, therefore they use the cluster approach.
The difference simple being that the sector approach is led by the government sectorial offices like the ministries, while this clusters approach is led by UN agencies and others. Now, what are some of these clusters, whether cluster or sectors, they are the same. It is only on the way of management that things change. Donc, quand il y a survenu d'une crise, OCHA pourra fonctionner par l'approche des secteurs ou l'approche des clusters. Quand le gouvernement n'est pas perçu comme un des belligérants, les secteurs sont activés, alors que quand le gouvernement est perçu comme l'un des belligérants, c'est plutôt les clusters qui sont activés. Et la différence ici, c'est que les secteurs sont dirigés par les chefs des sectoriels gouvernementaux, comme les différents ministères. Par exemple, dans l'éducation, c'est le ministère de l'éducation des bases ou des enseignements secondaires qui serait à la tête de ce secteur. Par exemple, dans la santé, c'est le ministère de la Santé publique, par exemple. Alors que dans le cadre des clusters, c'est-à-dire quand le gouvernement est perçu comme étant un des belligérants, ce sont les agences des Nations Unies qui prennent alors la tête de file. Et là, nous prendrons par exemple pour la santé, ce ne sera pas le ministère de la Santé, mais ce sera l'OMS. Quand ce sera l'éducation, ce sera alors l'UNICEF, etc. Donc, voyons donc quelques-uns des clusters qui sont utilisés dans ces différentes approches. Il y a la sécurité alimentaire, les abris et les articles non alimentaires, il y a la santé, il y a l'eau, hygiène et assainissement, qu'on appelle encore WASH, il y a la nutrition, il y a la protection, dans laquelle on peut trouver la protection de l'enfance, la protection des violences basées sur le genre, la documentation civique, les terres, les propriétés, l'inclusion, etc. Il y a l'éducation, il y a le relèvement précoce, n'est-ce pas? Et il y en a la gestion du camp, il y a la communication en urgence, il y a la logistique et la protection. Donc, si j'ai tout cité, ça devrait faire 11. So, when we have the occurrence of a crisis, clusters that are activated could be food security, emergency telecommunication, education, health, logistics, nutrition, protection, shelter and non-food items, water, sanitation and hygiene, camp coordination, early recovery. If I have mentioned all, definitely it would be something like 11 clusters. Now, why are we talking about this basic humanitarian action? It is because we know that some of the chaplains and humanitarian ambassadors that you are will definitely
one day find yourself intervening in one humanitarian field or another, and it is good you know that each responsibility, each competence could be also used in order to put you through to humanitarian response. So we need people, human resource, logistic, accountant, jurists, teachers, journalists, drivers, human rights expert, protection expert, watch expert, education expert, expert in environmental expert, agriculture expert, engineering expert, purchase expert, food security expert, project building expert, doctors, fashion designer, kitchen or cooks, pastors, imams, diplomats, that is chaplains